Merci à vous tous d'être venus si nombreux. Je vois que chez les étudiants, finalement, l'abstention, c'est comme aux élections. Alors, donc on m'a invité parce que tous les ans, on a décidé depuis 2 ans d'organiser la fête de la dette. On s'est dit qu'il y avait la fête de la saucisse et de la bière, donc pourquoi pas de la dette. Et la prochaine, d'ailleurs, va être le 28 mai. Voilà. Alors, donc, je n'y connais pas grand-chose, mais j'ai réfléchi. Alors, voilà donc le fruit de mes pensées. Face à l'économie, donc, nous nous retrouvons enfin, devant un mur d'incompréhension et de questions. Donc, face à l'économie, le commun des mortels a souvent le sentiment profond d'être un crétin. Fini, eux savent, nous payons. Donc, devant un débat sur l'économie, nous devenons souvent ce qu'on appelle communément à l'école des décrocheurs. Voilà, le dernier rang, c'est l'abstention, le radiateur, c'est le Front National. Alors, le problème, c'est pour ça qu'on a décidé de faire ce livre de la fête de la dette, c'est que l'ignorance est une usine à conneries qui débouche souvent sur le grand n'importe quoi. Alors, à cause de ce magma impalpable qui est la finance, qui n'est pas très sexy non plus, on peut le dire, qui est devenue l'économie moderne, la méfiance est de rigueur, la suspicion se réveille, la crainte grandit, et les théories du complot se multiplient, les machinations infernales fleurissent. Alors c'est les Illuminati qui dirigent le monde depuis le dernier étage d'une tour, quelque part dans le monde, c'est le lobby juif, les francs-maçons, avec leur réseau, les Arabes avec leur pétrole. J'ai même entendu, mais c'est vrai, un jour, quelqu'un qui m'a dit sérieusement que tout était dirigé depuis le 4e sous-sol du Vatican. Et donc je lui ai dit, donc ça veut dire qu'il y a des juifs au Vatican. Il n'a pas su me répondre. Voilà. Alors au lieu enfin en gros c'est la faute des autres, c'est la faute de l'Europe, c'est la faute de... Mais c'est jamais la nôtre. Voilà. Alors au lieu de créer des richesses donc collectives, ce système économico-financier fait de bulles, de gaz et de fusion crée la défiance. Voilà. Évidemment, rassurez-vous, le complot n'existe pas, il a été inventé par des gens qui rêvent de comploter. Voilà. Il n'y a pas de complot, il y a des stratégies, voilà, tout le monde a une stratégie, les Français, les Anglais, les Belges, les Luxembourgeois, les Américains, les Chinois, les Grecs. Non, pas les Grecs. Voilà. Les Allemands aussi, et là je vous vois venir, calmons-nous, ne stigmatisons pas cette fameuse résistance allemande. Alors, maintenant, faut-il moraliser la finance ? Mais est-ce que ça ne reviendrait pas à humaniser la peine de mort ? Voilà. Je suis comme tout le monde, bon, je n'y comprenais rien, et j'ai essayé de comprendre. Voilà. Alors nous sommes en crise, déjà, ça on le sait, tout le monde nous le répète sans arrêt, on nous dit, voilà, crise qui en bon grec. D'ailleurs, profitons-en pour avoir une pensée émue et solidaire pour nos amis grecs, ces feignants de grec, qui en sont donc à leur 27e plan de rigueur et leur 7e année de récession. Voilà, c'est plus un trou du cul qu'ils ont, c'est un entonnoir. Voilà. Et oui, on est à l'ESCP. Alors, ne rigolez, je pense que les étudiants vont regretter de ne pas être venus. Alors, ne rigolons pas trop sur les Grecs. Moi, je serai de nous, je commencerai à nous entraîner avec des petites carottes bio du jardin. Donc nous sommes en crise qui en bon grec signifie le moment de décision. Donc soit on meurt, soit on reprend vie. Donc dans tous les cas, ça ne dure pas des années. Donc j'en conclus que nous ne sommes pas en crise. Ce qui est donc une bonne nouvelle, mais dans un état permanent de crise qu'on appelle la crise. Voilà, c'est une nuance, c'est un poil de cul, mais c'est avec des poils de cul qu'on fait des balais-brosses. Alors, une crise, oui, c'est une autre façon de voir l'économie. Alors, une crise est un événement pénible qui surgit à un moment où on aurait dû s'y attendre. Voilà, ce qui me fait dire que finalement l'économie est un sujet beaucoup trop sérieux pour la confier à des experts. Mais restons optimistes, voilà, une crise marque aussi la fin d'un cycle. Sans crise, pas de changement. Réjouissons-nous, il faut toujours voir le côté positif des choses, comme dit Benzema. Mais comment en est-on arrivé à cette nouvelle idéologie étonnante, mais néanmoins dominante, qu'on appelle
libéralisme, ultralibéralisme, néolibéralisme. Alors, il faut remonter, je me suis renseigné, à Adam. Voilà, pas celui qui fabriquait des femmes avec ses côtes, mais Adam Smith. Voilà, alors je vous résume la pensée du gars, sur laquelle on est toujours allongé. L'économie est une grande machinerie au service de l'humanité, dirigée par la main de la divine providence. Voilà, qui nous arrive de prendre dans la gueule de temps en temps. Alors, à partir de ce mythe, si on poursuit les raisonnements d'Adam, comme l'économie fonctionne toute seule, plus elle est séparée de la politique et de la morale, plus elle est efficace. Donc, moins l'État s'en mêle, mieux l'économie se porte. Donc, moins l'État s'en mêle, plus il y a d'échanges. Plus il y a d'échanges, plus tout le monde y trouve son intérêt. Plus tout le monde y trouve son intérêt, plus la richesse commune prospère. Youpla boum. Est-ce que vous avez des questions? Bien. Ça, c'est le côté pile de la théorie. Alors, sur le papier, c'est bien, mais de temps en temps, bon, on s'emmerde. Voilà. Il y a des coupes, des inégalités sociales qui se creusent, etc. C'est le côté fesse. Ça fait mal. Alors, en résumé, bon, c'est vrai qu'avec le communisme, un mur est tombé. Avec le libéralisme, on fonce dedans. Voilà. Nous sommes passés du virtuel au réel, le capital a étouffé le travail. Si on suit d'ailleurs la courbe du chômage, qui devrait être cotée en bourse, puisque c'est une valeur sûre, si on suit la courbe du chômage et qu'on met à côté, en 2014, la courbe des rémunérations des actionnaires du CAC 40, c'est la même courbe. C'est-à-dire qu'un enfant de 2 ans trisomique, le fils de Nadine Morano et Xavier Bertrand, par exemple, je dirais, c'est pas normal. Nos dirigeants, non. Voilà. Alors, par exemple, le monde de la finance, le virtuel, j'ai essayé de comprendre, par exemple, j'ai des choses qui m'ont frappé, la masse monétaire totale, c'est très peu de palpables et beaucoup d'impalpables. Alors, les transactions financières sont à peu près 73 fois plus importantes que l'économie réelle. Ça fait mal. Alors, c'est quoi l'argent finalement? Parce que c'est quand même la base de tout, la monnaie. Ça repose sur quoi? Ça vaut quoi? C'est quoi? C'est quoi? Alors, pour comprendre, je vais vous raconter, c'est l'histoire d'un billet de 50 €. Alors, l'action se situe dans un charmant petit village, comme il y en a tant dans notre merveilleux pays, où le Front National fait 30%. Nous sommes au Café du Commerce, qui fait également office d'hôtel, l'hôtel du commerce. Voilà. Vous voyez l'imagination. Alors, un matin, il y a une petite dame qui arrive par le bus, qui se présente au bar, qui fait office de réception de l'hôtel, c'est le côté pratique de la province. Alors elle est de passage dans le village, comme ça pour la journée, en voyage d'affaires, mais elle n'est pas sûre de pouvoir prendre le dernier bus du soir. Alors, pour s'assurer qu'elle ne dormira pas dehors, elle demande à réserver une chambre, elle donne un billet de 50 € au patron de l'hôtel, donc du bar, en guise d'acompte, en s'excusant parce que dessus il y a une petite tache bleue. Voilà. Sur le billet, puis elle va qu'à ses occupations. Alors le patron s'apprête à ranger le billet dans son tiroir-caisse, quand soudain, un des poivreaux du bar l'interpelle. « Jean-Pierre, tu me dois justement 50 € sur la dernière partie de carte. » Pour avoir la pièce, Jean-Pierre lui refait le billet de 50 € de la petite dame. En sortant, le poivreau se rappelle qu'il doit encore 50 € au boulanger pour les galettes des rois du début d'année qu'il n'avait pas encore réglées. Alors il rentre et lui donne le billet. Mais dans la queue, derrière lui, il y a le dentiste du village qui fait signe au boulanger, qui connaît bien aussi, et il dit 50 €, c'est génial, c'est exactement ce que tu me dois pour tes 2 dernières visites. Alors le boulanger rit jaune, mais lui donne à son tour le billet, le dentiste à peine dehors se rend directement à son QG, le bar du commerce, et là il paye avec le billet son ardoise de la semaine. Du coup le patron lui offre un verre. À cet instant-là, il y a un client qui entre pour réserver une chambre. Pas de chance, c'est complet. À ce moment-là, la petite dame revient et dit, soulagée, « Bon, finalement, j'ai fini plus tôt que prévu, j'ai pas besoin de la chambre. » Parfait, tout s'arrange, le patron lui redonne le même billet, avec la petite tache bleue, comme ça, le billet que la dame reconnaît, sur quoi elle lui dit, « Merci, c'est sympa, mais de toute façon, il était faux. » Elle le déchire et s'en va en ricanant. Voilà. Voilà ce que c'est que la monnaie. C'est donc tout le monde a payé ses dettes avec un faux billet. La monnaie est une convention sociale reposant sur la confiance. Voilà. Elle n'a pas d'autre valeur que celle que nous lui accordons. C'est uniquement parce que certains cautionnent cette valeur de façon crédible que nous y croyons. Cette valeur existe parce que nous croyons qu'elle sera acceptée en paiement sans difficulté par les autres. La croyance dans ce billet de 50 € est tellement forte que c'est plus du papier, mais
un billet de 50 euros. Alors imaginez quand c'est une banque ou un État qui cautionne, alors là... Ouais. Au passage, je vous redonne d'ailleurs la définition d'une banque. C'est un endroit où on donne son argent pour qu'on nous le prête. Voilà. Alors, parce que vous n'êtes pas sans l'ignorer, donc nous sommes endettés et c'est grave. On nous dit, on nous le répète tous les jours, c'est grave, le poids de la dette, le mur de la dette. Alors, cependant, posons-nous deux questions. Quelle est la plus grande superpuissance du monde? Les États-Unis. Quel est le pays le plus endetté du monde? Voilà, est-ce que vous avez des questions? Maintenant, est-ce qu'on est en crise parce qu'on est endetté ou est-ce qu'on est endetté parce qu'on est en crise? Et là, il n'y a plus personne. Alors je me suis renseigné, la première dette remonte à peu près à la création de la première pièce de monnaie. C'est-à-dire, on a les traces, et le monde existe encore, c'est vous dire. Alors, on a des traces de la première dette en Mésopotamie en 2006 avant Jésus-Christ. Voilà. Tout le monde s'en fout, mais c'est intéressant. Voilà. À l'époque, le problème de la dette était beaucoup plus simple, c'est historique. Hein. Par exemple, pour régler sa dette, pour l'effacer, on butait le comptable. Alors, je suis contre toute forme de violence, mais c'était éventuellement une des solutions possibles à notre époque. Nous avons une liste. D'ailleurs, à qui doit-on cet argent, cette dette souveraine? On l'appelle souveraine parce qu'elle n'a jamais été élue. À qui doit-on cet argent? Eh bien, on ne sait pas. Ça, c'est une autre surprise. Enfin, on ne peut pas rentrer dans les détails, mais la meilleure façon de savoir, ce serait d'arrêter de payer et de voir qui se présente au guichet. Voilà. Alors, c'est une solution simple, c'est le bon sens. Alors, la nouvelle économie dominante, s'il en est, repose sur un principe très simple, hein, nous faire penser au pire pour nous faire avaler le mauvais. Voilà. Très simple. Par exemple, le lundi, on a eu le coup combien de fois les bourses internationales sont en train de décrocher, moins 2,3% sur la pièce de Tokyo, Londres, New York, Paris, moins 3,4% à la fermeture. Mardi, la chute continue sur toutes les places internationales, moins 5, moins 10, moins 20%, la croissance est à zéro. La Grèce est au bord de la guerre civile, les usines ferment, défaut de paiement aux USA mercredi. Ça continue. La zone euro va éclater, le dollar a disparu, le chômage explose, les magasins sont prédacés, la ligne Maginot va être établie, la Chine va nous envahir. Et le jeudi, ça va. Alors, l'économie moderne, c'est comme le nucléaire, donc c'est un enchaînement dramatique de situations stables. La peur, ça marche toujours, évidemment, le plus merveilleux moteur de la connerie, la peur. Et dans les dégâts collatéraux de la dette, outre la peur, il y a aussi la culpabilité. Voilà, alors là, je voulais amener un fouet, mais j'ai oublié. Voilà, parce que c'est bien on nous rend coupables à chaque fois, c'est de ma faute, la dette, mea culpa, je porte le poids de la dette, je suis devant le mur de la dette, c'est moi qui l'ai construit, on me l'a dit, on m'a jugé, je suis coupable, mes enfants vont souffrir, oh tiens, je me tape. À cause de moi, je me suis gavé, eux vont mourir de faim, ils porteront le fardeau de la dette. Voilà, bon, je reconnais que ça peut être excitant. D'ailleurs, il y a un certain rapport sadomaso entre l'économie et le citoyen. Et puis alors, on ne peut pas évoquer la dette sans parler de croyance, parce que nous sommes en plein dogme. Voilà, j'ai fait l'essai, moi j'ai pris un passage de la Bible et j'ai remplacé Dieu par marché. Et bien ça marche. Voilà, il n'y a qu'un seul chemin possible qui nous guide vers la lumière, celui que nous montre le Dieu du marché tout-puissant. Amen. Voilà. Et d'ailleurs, il y a l'économiste Paul Krugman, je ne sais pas si certains vous le connaissez. S'il y avait des étudiants, évidemment, ils ne le connaissent pas parce qu'ils ne connaissent rien. Alors, et puis c'est pas ce soir qu'ils vont faire que ça va aller mieux. Je suis sûr qu'ils sont en train de se droguer. Alors, monsieur le directeur, il faut intervenir. Hein. Alors, l'économiste Paul Krugman a comparé les programmes d'austérité au sacrifice humain, voilà, de jeunes vierges chez les Mayas. C'est intéressant, c'est de la même façon que les sacrifices humains n'ont jamais fait revenir le soleil, les programmes d'austérité aggravent la situation au lieu de résoudre les problèmes. Et comme chez les Mayas, on tuait toujours plus parce qu'il n'y avait pas de soleil, à notre époque, comme on ne trouve plus de jeunes vierges, et ben c'est toujours plus d'austérité. Voilà. Nous sommes tous des Mayas grecs-allemands. Victime de la compétitivité. C'est un mot qu'on entend extrêmement souvent, tout le temps, c'est la compétitivité. Il faut être compétitif. C'est idéologie intouchable parce qu'il faut être, voilà, c'est comme ça, c'est compétitif. Alors la question, comment faire mieux que les Chinois? Voilà, c'est pas facile, d'autant moins que tout le monde se rend compte que même là-bas, la compétitivité fait des ravages humains,
considérables. Par exemple, en Chine, les enfants ne croient plus et ne croient pas au Père Noël. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui le fabriquent. Acheter moins cher rend pauvre. Ça, évidemment, les pauvres n'ont pas compris ça, parce que le pauvre est con. La preuve, on dit toujours pauvre con. Non, mais c'est vrai qu'acheter. Prenez un mec qui travaille chez Peugeot, pour l'instant. Bon. Il est en bas de l'échelle, il gagne sa misère, il veut quand même acheter une voiture. Bon, alors pour qu'il puisse acheter sa voiture, participer à la consommation, nourrir le goret, voilà, participer à la croissance qu'on appellera la croissance Godot. Hein, et là on fabrique des voitures à bas coût, mais pour fabriquer des voitures à bas coût, on les fabrique où? Le premier qui dit bas coût, en Chine. Donc l'autre, il est content, il a sa voiture et il n'a plus de boulot. Vous avez des questions? Ce qui me fait donc dire, je vais reprendre cette phrase de Pasolini, magnifique, la société de consommation a réussi là où le fascisme a échoué. C'est beau, hein? C'est pas de moi. Alors, voilà, c'est-à-dire, alors attendez, page numéro 7, c'est ça, voilà. Voilà, la consommation, c'est-à-dire, j'ai trouvé une définition, c'est-à-dire, c'est consiste à acheter des choses dont il n'a pas besoin avec de l'argent qu'il n'a pas. Voilà. La question maintenant, est-ce qu'on est endetté parce qu'on dépense trop ou parce qu'on ne sait pas dépenser? Ah! Voilà, et si on s'endettait de 1000 milliards de plus? Oui, mais pour faire quoi? Voilà. Est-ce que notre plus gros problème n'est pas qu'on ne sache pas économiser correctement, mais au contraire qu'on ne sache pas dépenser correctement? Serait-on atteint de mal-dépense après la malbouffe? Si on s'endettait par exemple sur l'avenir, au hasard par exemple sur l'environnement. Bon, vous avez vu l'enchaînement là? Parce que le système n'a pas changé depuis la crise de 2008, on va pas revenir dessus, hein, la crise de 2008 subprime, le crédit des pauvres, voilà. Tu peux plus payer, je saisis ta maison, sauf que la banque possède la maison, mais la maison, personne ne veut la racheter. L'emprunteur est à la rue et la banque fait le trottoir. Voilà. Qui intervient pour sauver la banque? L'État. Voilà, nous voilà donc passés de dette privée, comme tu le disais, à une dette publique à cause de ces salauds de pauvres, une fois de plus. Alors que faut-il faire? Supprimer la pauvreté ou les pauvres? Voilà, 1% de la population mondiale possède plus de la moitié de la richesse de cette planète. C'est peu, mais c'est beaucoup. Voilà. Les riches vont finir par le payer, rassurez-vous, l'argent pourrit tout, et quand le riche s'appauvrit, le pauvre meurt. Et sans les pauvres, comment voulez-vous qu'ils s'enrichissent? Voilà. Alors posons-nous maintenant cette question de l'ordre métaphysique, on peut le dire. Voilà. Faut-il augmenter le salaire des pauvres pour sauver les riches? Voilà. Mais revenons à l'avenir. Donc l'avenir, c'est la COP 21. Voilà. La COP 21, et je sens poindre un certain scepticisme. Mais il faut être optimiste. Et pourquoi? Parce qu'on n'a pas le choix. Ça donne du baume au cœur. La COP 21, après le drame, Jean-Vincent Placé. Mais jamais gagnant. Qui a démissionné d'Europe Écologie Les Verts. Qu'est-ce qu'on va devenir? Qui a créé son parti. Alors pour l'instant, ils sont un. Voilà, et encore, il va finir par se regarder dans la glace. Si c'est un vrai écolo, il va s'engueuler lui-même. Voilà. Les Verts, qui ont un peu le problème de cette COP21, puisqu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la couleur de l'herbe, pour l'instant. Et c'est vrai que quand on voit la tranche de certains écolos, on a de la sympathie pour la pollution. La COP 21, donc ce mois de novembre à Paris, sponsorisée par, je vous le rappelle, Engie, EDF, Air France. Trois des plus grands pollueurs de la planète, aussi indépendants du système économique que ma couille droite l'aide ma couille gauche, avec un truc qui pendouille au milieu, le conflit d'intérêts. Mais voilà, ils vont payer la bouffe. Alors, la COP 21, la bouffe bio, évidemment pas. La COP 21, grand raout sur l'environnement organisé en France, et on est fiers. Oui, on est au top, parce qu'en France, on est au top au niveau écologique. Voilà. Eh oui, entre le Grenelle de l'environnement, vous vous rappelez, 5 ans, et la transition énergétique, on a réussi à isoler 3 fenêtres. Et recycler Ségolène Royal. Donc on va donner des leçons aux autres, alors qu'on n'arrive même pas à fermer une centrale nucléaire. Voilà.
qui doit normalement fermer à la fin du quinquennat, souvenez-vous, mais on ne sait pas lequel. Voilà, alors on va motiver tout le monde, parce que le but de cette COP21, c'est d'abord trouver de l'argent. La boucle est bouclée. Voilà. Alors le hic, c'est que l'autre but de ce grand raout, c'est réduire les gaz à effet de serre tout en continuant de produire à mort et de consommer à mort. Voilà. Se poser des questions. Mais restons optimistes de la transition. Le président de la République, Bob l'éponge, fait le tour du monde en ce moment, et pour nous c'est bien, ça nous fait des vacances. Il est même allé en Chine, vous l'avez vu dernièrement, il a obtenu du président chinois une promesse. Ne rigolez pas, parce qu'en promesse, c'est un spécialiste. Voilà. Avec, alors une promesse, et c'est là où, bon, je sais pas si quelqu'un peut peut-être répondre, avec une promesse, voilà, c'est ça, avec des processus contraignants. Il y a un journaliste qui lui a demandé ce que c'était, il a fait... Voilà. On ne sait pas bien, mais on leur fait confiance, évidemment. Alors, parce qu'on n'a pas le choix. Alors, on va y arriver. Alors, le seuil, c'est, si j'ai bien compris, c'est pas plus d'augmentation pas plus de 2 degrés d'ici... d'ici la fin de la... d'ici la fin. Alors, pour cette COP21, on a déjà battu des records de déclaration d'intention, et ça, c'est bien. Voilà. Alors par contre, il y a un truc qui me turlupine, parce que j'ai un peu étudié la chose. Un pays qui, par exemple, s'engage à réduire ses gaz à effet de serre de 20% sur 30 ans. Bon, c'est bien. Mais dans le même temps, les gaz à effet de serre augmenteront de toute façon dans ce pays de 40% en 30 ans. C'est comme ça. Alors résultat, ce pays s'engage donc à augmenter les gaz à effet de serre de 20%. Je me demande, il y a des fois, on se dit, ils nous prennent pour des cons, mais là, on en est sûr. Alors, en conclusion, une chose est sûre, il faut... je suis d'accord avec toi sur cette idée de cercle, parce qu'il faut sortir du cercle, on y est tous un peu enfermés, voilà. Sortir d'un cercle infernal de pensée qui fait tourner notre réflexion en rond. Bon, rêver, quoi, en gros. Mais comment rêver sa vie quand on est pris dans la dictature de l'instant? Gros niveau. Alors... L'angoisse crée le pessimisme qui engendre le défaitisme qui lui-même fabrique de la résignation pour finir dans une sorte de tétanie de la pensée, autrement dit au niveau zéro de la réflexion. La voie est libre, nous sommes totalement absents parce que trop présents. Non, trop tard. Alors prenons de la hauteur, du recul, respirons, rêvons, pensons, faisons appel aux forces de l'esprit. Forces de l'esprit, où êtes-vous? Voilà, stroke. J'ai quelquefois l'impression qu'on est passé du siècle des Lumières au quinquennat de la bougie. Voilà. Oui, pensons, prenons de la hauteur, du recul. Si l'autruche, par exemple, ne mettait pas sa tête dans le sable, elle serait morte de peur. Si elle la met, elle se fait enculer. Alors essayons d'être des autruches à tête haute. Des autruches spirituelles, philosophes. Des autruches qui regardent vers l'avant pour protéger ses arrières. Bref, des autruches avec les 2 pieds dans la merde, mais la tête dans les étoiles.